Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec justement deux invités sur ce plateau. Isidore Nguele, vous êtes au Togo dans le cadre d'une mission d'accompagnement pour justement prévenir et lutter contre la torture. Vous étiez là il y a quelques années, vous aviez fait des recommandations. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu observer dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations? Alors effectivement, nous étions en visite au Togo en avril 2019 pour effectivement suivre un certain nombre de problématiques liées à la pratique de la torture, au recours excessif de la force par les forces de l'ordre pendant les manifestations, à la mise en œuvre du mécanisme national de prévention de la torture. Nous avions indiqué au gouvernement qu'il était important de prévenir les actes de torture parce qu'effectivement, une fois qu'une personne a été torturée, il est difficile de pouvoir la guérir. Donc, quelques années plus tard, on constate effectivement qu'il y a eu des avancées impressionnantes, qu'il y a une volonté de l'État togolais à collaborer avec les mécanismes internationaux, avec les organisations internationales. Par exemple, le mécanisme national de prévention de la torture a été mis en place, il a été opérationnalisé, ses membres sont effectivement nommés, élus d'ailleurs, et puis nommés. Ensuite, ils font un travail impressionnant de visite des lieux de détention à travers le pays. Donc on peut effectivement reconnaître qu'il y a eu des avancées. Il y a effectivement eu par exemple le code de l'organisation judiciaire qui a été adopté, même s'il manque sa mise en place effective, mais au moins ça fait partie des indications que nous avions proposées aux autorités et qui ont été prises en compte. Il y a effectivement des manquements qu'il faut souligner, notamment en lien avec le milieu carcéral. Nous avions indiqué à cette époque que la prison civile de Lomé n'était pas et n'est toujours pas une prison conforme aux standards internationaux, mais au-delà des standards internationaux, ce n'est pas une prison conforme à la vie humaine et à la vie humaine d'un État africain indépendant. C'est une prison qui a été construite en période coloniale, qui a été construite pour briser les résistants aux colons et qui ne peut plus abriter aujourd'hui des personnes humaines dans leur propre pays, surchargées, surpeuplées. Pour une prison de presque 600 personnes, on a pratiquement 2000 personnes qui vivent les uns sur les autres. Et tout cela dans une période de Covid-19 où l'État insiste pour la distanciation sociale, les mesures barrières. Donc l'État lui-même est conscient que dans ses propres prisons, il est impossible de respecter ses propres mesures. Donc ça fait partie des défis qui demeurent et qui font partie des sujets que nous avons mis sur la table lors de nos dernières rencontres avec les différentes autorités au niveau de la justice et des droits humains pour leur rappeler l'urgence de pouvoir mettre un terme à des détentions dans des conditions inhumaines et surtout de pouvoir fermer la prison civile de Lomé, de construire une prison plus humaine et plus, on va dire, adéquate à notre philosophie africaine de la correction. Alors, Monsieur Diakhaté, lors de votre séjour à Lomé, vous avez rencontré qui et que vous ont-ils dit au regard des préoccupations précédemment exprimées et du chemin qui reste encore à parcourir? En fait, le chemin est long, mais en matière de droits de l'homme, c'est toujours un idéal. Il faut savoir avancer et accepter d'avancer et puis avancer avec les autres. Maintenant, nous avons été voir la CNDH avec le mécanisme parce que ça m'intéressait à plus d'un titre. Parce que quand nous sommes passés ici en 2019, dès que nous sommes partis, quand nous avons parlé du problème de la mise en place du mécanisme national de prévention, automatiquement dans les 24 heures à 48 heures, le mécanisme a été mis en place. Donc une certaine réactivité des autorités togolaises. Donc le mécanisme est adossé à la CNDH, mais on était venu pour voir exactement l'opérationnalité et puis l'indépendance du mécanisme par rapport à la CNDH. Et puis, éventuellement, le renouvellement du mécanisme. Est-ce que c'est un renouvellement effectif entièrement ou bien il y a toujours une équipe qui reste pour permettre à l'équipe de conserver toujours sa mémoire? Parce que quand on renouvelle toute l'équipe qui va venir n'aura aucune mémoire. Alors que si on renouvelle l'équipe par moitié, il y aura toujours une mémoire. Est-ce que vous avez le sentiment que ce mécanisme fonctionne correctement? Le mécanisme fonctionne adossé à la CNDH. Il y a des manquements. Il y a des manquements ou des insuffisances. À quel niveau? Ils font des efforts, mais c'est la mission
qui est différente. Parce que la CNDH a une mission, disons, répressive. À la CNDH, il faut déposer des plaintes pour être suivi et puis suivre le cours de la torture. Il faut que la torture soit présente pour qu'on puisse réagir. Alors que la mission du mécanisme, c'est une mission préventive. Le mécanisme doit aller au-devant, en amont, avant qu'il y ait torture, et essayer de trouver toutes les situations qui peuvent entraîner une torture pour faire des recommandations, suivre ces recommandations et faire des visites de suivi pour que ces recommandations puissent être appliquées, que ce soit au niveau local, au niveau de la structure ou au niveau supérieur. C'est ça le mécanisme. Donc si c'est adossé complètement à la CNDH, on ne sait pas exactement où se situe le mécanisme, à quel niveau ça s'arrête, où se situe la CNDH. Et le mécanisme doit avoir son indépendance budgétaire. Et puis, des personnes dédiées complètement au mécanisme, avec leur règlement intérieur qu'ils vont suivre, avec un programme qu'ils vont suivre, et avec, disons, tout ce que ça comporte, qui tourne autour de la mission. C'est ça le mécanisme. Mais actuellement, ils travaillent dans le cadre de la CNDH. Ils font des visites régulières dans le cadre de la CNDH. Mais quand ils reçoivent des plaintes et qu'ils poursuivent ces plaintes-là, ça ne fait pas partie de la mission. La mission n'est pas de poursuivre des plaintes. La mission, on ne sait pas, c'est plutôt d'être une mission préventive, de gérer les situations avant qu'il y ait torture. Au niveau des voitures, des voitures de police, au niveau des commissariats de police, au niveau des prisons, au niveau des hôpitaux psychiatriques, au niveau de tout lieu, même des lieux privés où des personnes peuvent être détenues ou survivre une situation vraiment qui est aux antipodes d'une bonne pratique. Donc ils ont la possibilité d'y aller, mais pas poursuivre des plaintes, suivre ces plaintes, aller jusqu'au bout de ces plaintes. Ça, c'est relève du domaine exclusif de la CNDH. C'est la CNDH de l'affaire. Alors, M. Nguele, à l'avant-garde de cette lutte contre la torture au Togo, c'est aussi une affaire de la société civile et vous avez une collaboration très étroite avec le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Quelle est l'appréciation que vous avez justement de leur plaidoyer? Alors effectivement, nous faisons un travail conjoint avec le CACIT. Donc nous construisons ensemble le travail et nous le mettons en œuvre ensemble. Donc je pense que nous sommes amplement satisfaits de comment le CACIT arrive à suivre sans être en confrontation, mais en étant dans l'effectivité les différents engagements pris par le Togo au niveau international. Une question qui nous intéresse aujourd'hui et que le CACIT est en train de suivre étroitement, c'est la question de la réouverture des lieux de détention au large public. Et ça, c'est l'une des activités au cœur de notre mission actuellement. C'est-à-dire que l'État du Togo, pour prévenir la contamination du Covid-19 dans les prisons, a décidé que ces prisons devaient être fermées au public, c'est-à-dire que les familles ne pouvaient plus venir visiter, les avocats ne pouvaient plus venir visiter. Et pour prévenir justement des contaminations. Exactement. Donc, mais pour nous, cela ne pouvait pas être prolongé parce qu'une mesure d'urgence se comprend au regard de la gravité de la situation. Quand une mesure d'urgence se prolonge au-delà d'1 an et demi, ça veut dire qu'on n'a pas pensé à trouver des solutions palliatives. Peut-être dû aussi à la gravité de la situation liée à la Covid-19. Cette gravité est mondiale. Et la gravité ne met pas en berne les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux priment toujours sur les situations spécifiques. Par exemple, tout individu en détention a droit à son avocat. Quel que soit, même en période de guerre, si vous êtes arrêté, il faut qu'un avocat vous accompagne. On ne peut pas énumérer une raison supérieure à celle-là, parce que c'est ça même le cœur de votre subsistance sur cette terre. Il faut que quelqu'un vous défende. Donc, il faut que, par exemple, vous ayez droit à une famille qui vous rassure que votre vie ne s'arrête pas en détention et que plus tard, vous pourrez rentrer dans la société. Donc, il appartient à l'État de trouver des mécanismes ingénieux pour permettre que les visites puissent reprendre de manière sûre. Par exemple, faire des tests, encourager les vaccins, mettre des mécanismes de mesures barrières, de désinfectants, etc., pour que les visites puissent reprendre. Sinon, on met les droits de l'homme en berne. C'est un peu comme avec la torture. On prend des mesures d'urgence d'état d'exception et on encourage la torture. Donc il faut renverser le paradigme, mettre en place les droits de l'homme et ensuite organiser leur opérationnalité. Alors, M. Diakhaté, on a constaté lors de la précédente mission, des avocats avaient été formés
Est-ce que défendre une présumée victime de torture nécessite de maîtriser certains fondamentaux? Parfaitement. Parce qu'il faut faire la preuve de la torture. Il faut faire un plaidoyer. Il faut faire la preuve de la torture, c'est pas aussi facile. Parce que quand même, une personne qui est torturée présente 3 choses. Sur le plan physique, il a une situation très difficile que l'avocat, qu'un médecin doit pouvoir identifier sur tout son corps en suivant ce qu'on appelle le protocole d'Istanbul. Aller jusqu'au bout, voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il y a le volet psychologique. Il faut avoir disons, pour permettre à l'individu d'extérioriser ce qu'il ressent au fond de lui-même. Parce que parfois même, l'individu a du mal à extérioriser ce qu'il a, des mots qui sous-tendent les mots. C'est-à-dire que trouver les mots qu'il faut pour expliquer sa souffrance. Parfois, il a du mal à le faire. Entre l'autre volet, c'est la stigmatisation. Il doit pouvoir transcender tous ces obstacles-là pour pouvoir extérioriser sa souffrance. Maintenant, s'il y a un avocat, il doit suivre une procédure. D'abord, l'individu doit suivre une prise en charge, ce qu'on appelle une prise en charge holistique. Il faut que l'avocat accepte que cet individu puisse suivre une prise en charge holistique. C'est-à-dire que maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, avec les nouvelles technologies, même si une personne est torturée, a reçu des coups, parce que les techniques de torture maintenant sont vraiment ingénieuses. On peut torturer ce qu'on appelle les tortures blanches. On peut torturer une personne sans qu'il y ait aucun signe sur son corps. Mais avec un bon examen, en essayant d'aller jusqu'au fond, on peut identifier des signes en faveur de cette situation. On peut les identifier. Quelqu'un qui dit qu'on m'a toujours giflé, on regarde au niveau de ses oreilles qu'on trouve qu'effectivement le tympan, il y a une perforation du tympan. Ça montre effectivement ce qu'il dit par rapport à ce qu'il a vécu. Et on peut connaître exactement l'âge de la cicatrisation de ce tympan-là. Ça montre qu'effectivement il y a eu des... Donc à partir de là, l'avocat peut présenter son dossier au niveau qu'il faut. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si ça ne marche pas, il peut aller au niveau supérieur. Il n'y a aucune prescription au niveau de la torture. Quelqu'un qui est torturé au bout de 10 ans, au niveau de 20 ans, au niveau de 30 ans, il faut présenter son dossier. Donc, la personne qui est torturée, même s'il ne soulève pas son problème, plus tard, il pourra le soulever et présenter son dossier. Donc, la formation des officiers de police judiciaire ou des gens qui sont responsables de cette torture-là est très importante. Comme disait Isidore, c'est très important. Il faut les encadrer, le montrer effectivement. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ça les poursuivra toute leur vie. Et les avocats sont là. Il y a des avocats qui sont formés uniquement pour ça, pour défendre ces gens-là et jusqu'au bout. Monsieur Nguelo, oui, vous avez... je voulais dire au sujet de la formation dont vous faites allusion il y a 2 ans, je suis très content parce que moi j'étais parmi les formateurs et nous venons d'avoir une victoire contre l'État du Togo prononcée par la Cour de justice de la CEDEAO, un dossier porté par un avocat togolais qui a été justement présent pendant cette formation, une personne qui a été torturée pendant des manifestations publiques des années 2017. Et cet avocat que nous avons formé a travaillé exactement selon le protocole que décrit Dr Diakité et la Cour de justice de la CEDEAO a effectivement donné victoire à cette victime qui avait été torturée et a demandé à l'État togolais de réparer et compenser le dommage qu'elle a subi à hauteur de, je crois, 30 millions de CFA. Alors maintenant, hasard de calendrier ou autre forme de pression, votre mission au Togo intervient au moment où le pays s'apprête à passer l'examen périodique universel. Est-ce que c'est une façon pour vous de dire attention, il faut revoir la copie avant ce rendez-vous? C'est surtout le suivi. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités togolaises collaborent avec les mécanismes internationaux. Donc, on ne leur met pas de pression. Je pense que nous sommes dans un dialogue de longue date qui est très fructueux. Et je pense qu'ensemble, on construit. Seul, on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a de très belles idées qui se font de la part des autorités. Et lorsque nous arriverons et que nous leur rappelons un certain nombre d'obligations, elles le suivent. Maintenant, effectivement, les agendas ne sont pas toujours les mêmes. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous avons des agendas beaucoup plus urgents. Nous voulons des résultats imminents. Et les autorités, parfois, traînent. Mais je pense que le PU qui arrive, donc l'examen périodique universel, est un très bon exercice
pour permettre à l'État togolais aussi de rendre compte de ses propres avancées, parce que c'est d'abord ça, l'exercice, c'est rendre compte de ses propres avancées, ensuite recevoir les recommandations des pairs pour avancer davantage. Alors, Monsieur Diakate, au moment où vous êtes au terme de votre mission, vous avez dû formuler des recommandations, comme M. Nguele l'a dit, lesquelles vous trouvez urgentes, sinon très urgentes? Très urgent, c'est au niveau de la prison centrale de physique de l'eau. Il y a le volet médical. Le volet médical pose un grand problème parce qu'il n'y a pas de médecin. Et les malades sont pris en charge de façon vraiment inhumaine. On trouve que c'est inhumain la prise en charge de ces malades. D'abord, ça, c'est ce volet-là. L'autre volet, c'est l'alimentation. Quand nous étions venus ici en 2019, les malades recevaient un repas par jour. Mais maintenant, ça s'est réellement amélioré, très réellement amélioré. Mais on voudrait que ça continue, parce qu'on donne des signes qui vont nous dire qu'effectivement, ça peut ne pas continuer, parce que c'était un fonds Covid. On aurait souhaité que ça continue, ça puisse continuer. Ça, on trouve que ça, c'est très important. Il y a aussi la présence d'un psychiatre, que les malades mentaux qui sont dans cette structure-là puissent avoir un psychiatre qui peut passer une fois par mois, une fois par 15 jours, pour voir ces malades et voir exactement dans quelle mesure on peut ou bien les prendre en charge directement dans la structure, ou bien les amener dans un hôpital psychiatrique. Et enfin, moi, j'ai fait un plaidoyer aussi pour le personnel. Le personnel, les surveillants de l'administration pénitentiaire. Moi, je pense que c'est comme s'ils étaient des parents pauvres. Parce que, bon, en fait, on nous dit qu'ils n'ont pas de statut, le statut n'est pas clair. Ensuite, ils n'ont pas bénéficié des primes Covid, alors qu'ils sont en contact avec ces gens. Et depuis 2013, il n'y a pas eu de recrutement, alors qu'il y a eu des décès, il y a eu des départs, il y a tout. Donc, ils sont en sous-effectif. Et cette situation met ces gens-là dans un état de stress. À la limite, ils vont atteindre un certain burn-out. Ça va se répercuter sur leur façon de prendre en charge les victimes. Ça, c'est important. Ça, c'est important pour vous. Ce sont vos recommandations. Monsieur Nguele, très rapidement, avant qu'on ne se sépare, est-ce que vous trouvez aussi très urgentes certaines recommandations à formuler ou déjà formulées à l'endroit des autorités du pays? Je pense qu'il y a des recommandations que nous leur avons indiquées déjà et sur lesquelles elles travaillent. La première pour nous, en ce moment de Covid-19, c'est de permettre la réouverture des prisons au public, c'est-à-dire les familles, les ONG, les avocats, pour permettre une certaine santé mentale des détenus et la protection de leurs droits fondamentaux. Ensuite, la recommandation la plus importante qui vient du Comité contre la torture des Nations Unies, c'est la fermeture de la prison civile de Lomé. Il nous a été indiqué aujourd'hui par les autorités que cela est en cours, mais pour nous, c'est urgent. Et ensuite, pour terminer, c'est la mise à, on va dire, définitive de l'impunité des actes de torture. Vous voyez, il faut que ce soit une cour de justice de la CEDEAO qui vienne sanctionner l'État parce que l'État n'a pas fait son travail au niveau national. Les magistrats togolais doivent s'enquérir immédiatement des soupçons de torture, les investiguer et procéder à des procès et punir les responsables. C'est cela qui mettra un terme au sentiment qu'il y a un blanc-seing pour pratiquer les actes de torture. Merci à vous, Isidore Nguele. Vous êtes conseiller principal aux droits humains pour la région Afrique à l'Organisation mondiale de lutte contre la torture. Merci à vous, Ahmed Saloum Diakate, du sous-comité de prévention contre la torture au niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.